Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de The Little Big Show. Mon invité est Jean-Luc Schneider, que je connais du Club Export Réunion. On retrace ensemble le parcours de cet autodidacte, triathlète et passionné de BD. C'est vous dire le personnage. Jean-Luc a déjà vécu plusieurs vies. Il a commencé par la gendarmerie, où il se retrouve autant sur des zones de conflit comme en Nouvelle-Calédonie ou en Guyane, que sur des zones d'intervention, en montagne ou sur la commune du Port. Jean-Luc est un travailleur, jeune déjà, il travaillait dans des cafés à La Réunion. Il a ensuite travaillé comme chef de manutention à la Somacom ou encore comme collaborateur de cabinet à la mairie de Saint-Denis. Est-ce qu'il puise cette volonté de l'un de ses héros de bande dessinée ? Sûrement, la BD ne l'a jamais quitté. Aujourd'hui, il est libraire avec 2 magasins, Des Bulles dans l'Océan et Le Repère de la Myrène à Saint-Denis. Il est éditeur avec Des Bulles dans l'Océan, avec plusieurs collections chaque année, et producteur du plus gros événement de BD de La Réunion, Cyclone BD. Jean-Luc Schneider dans The Little Big Show, c'est tout de suite. Bonne écoute. Ça va. J'ai la voix un peu cassée, mais ça va. Ok Jean-Luc, comment ça va ? Bah, ça va, un peu fatigué, mais apaisé. C'était pour la bonne cause, donc voilà. Ouais, t'étais sur le Téléthon ce week-end si Oui, tout à fait, oui. Le week-end, et puis en amont, c'est beaucoup de travail et de préparation. Donc ce week-end, c'était l'action proprement dite. Mais ça va, ça s'est bien passé. Bon, Jean-Luc Schneider, merci de venir sur ce 9e épisode de The Little Big Show. Schneider, ça vient d'où ? Alors, c'est originaire d'Alsace. Mes arrière-grands-parents se sont déchirés sur les conflits franco-allemands, et donc une partie de la famille a immigré dans l'Aube. Et mon arrière-grand-père est mort d'ailleurs à la guerre de 14-18 sous l'uniforme français. Et voilà, et donc la famille a fait souche. Du coup, t'as grandi en Alsace ? Ah, pas du tout. Je connais même pas l'Alsace. J'y ai jamais mis les pieds, puisque j'ai un grand-père qui était très, très aventurier et qui a vécu longtemps en Algérie. Donc mon père est pied noir. D'accord. Et moi, je suis né à Nice, puisque mon papa, qui était aussi gendarme, était en affectation à Nice. D'accord. Donc Voilà. t'as pas connu l'Algérie, mais t'as connu la communauté pied noir. Alors, j'ai pas connu l'Algérie, mais par contre, je l'ai découverte il y a 6 ans et j'y suis allé 4 années de suite. J'adore ce pays, j'ai l'impression d'être chez moi. Et cette année, je voulais y aller, mais mes obligations m'ont pas permis de le faire. Voilà, donc j'ai découvert l'Algérie sur le tard. Et comment on t'a raconté l'Algérie justement ? Alors, on me l'a raconté de différentes manières, puisqu'en fait, selon qu'on se trouve d'un côté ou de l'autre, la première fois que je suis allé en Algérie, j'avais 50 ans, c'était le cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie. Et la première chose qui m'a frappé, c'est qu'on parlait de révolution. Alors que moi, petit, j'entendais parler de guerre d'Algérie. Ouais. Et ça, je trouve que les mots ont un sens. Et justement, selon si l'on est d'un côté ou de l'autre, on ne voit pas l'histoire et les choses de la même manière. D'accord. Voilà. Et donc t'as grandi à Nice ? Alors, j'ai pas grandi longtemps à Nice, puisqu'en fait, j'y suis resté jusqu'à l'âge de 7 ans, en 69. Et mes parents se sont séparés, et je suis resté avec mon père qui a été muté à La Réunion. Et donc, j'ai débarqué ici en 1969, à Maprine, puisque Gilo n'existait même pas. Et à l'époque, c'était toute une aventure, parce qu'il fallait quasiment 24 heures pour arriver ici, avec 3 escales. Et donc, je suis arrivé à La Réunion en 1969. Et il faisait quoi que faisait ta famille ? Mon père était gendarme, donc il a été muté ici, dans le cadre, il a pris le commandement de la brigade de Saint-Pierre. Ma maman, elle, est restée en France avec celui qui est devenu son nouveau mari. Et donc, moi, j'ai suivi mon père dans ses valises, quoi. Et tu te souviens de tes premières impressions de La Réunion ? Oui, alors, première impression, effectivement, je me souviens surtout que la route du littoral n'existait même pas. Et j'avais une peur bleue, parce que quand on venait à Saint-Denis, il fallait 3 heures, parce qu'il y avait pas que la route du littoral, il y avait toute la partie de la côte ouest qui n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc j'étais terrifié, parce qu'à chaque fois on passait au pied de cette falaise, et quand on est à la perpendiculaire d'un truc comme ça, on se dit ça va nous tomber sur le museau, quoi. Oui, ça c'est un grand souvenir. Les autres souvenirs, j'ai connu les cars courants d'air. Et je me souviens de la rue Maréchal Leclerc, là où il y a le trou béant du pôle océan. Je me souviens, c'était très vivant, il y avait beaucoup de boutiques, et je me souviens surtout des gens qui marchaient pieds nus.
Ah Parce ouais. qu'il y avait beaucoup de créoles qui marchaient pieds nus à l'époque. Ouais, ouais, ça m'a. Il y avait des cases en tôle. Moi, je me souviens que j'avais une naine et souvent j'allais passer l'après-midi chez elle. Donc, elle avait une case en bois sous tôle et les murs étaient tapissés de vieux journaux. Ouais, 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 le papier peint pays, quoi. ouais, ouais, tout à fait. Et le sol, c'était un espèce de ciment un peu lissé et qui était recouvert comment on appelle ça, une espèce d'enduit rouge. Et en fait, elle le faisait briller avec une noix de coco qui était coupée en deux. Elle mettait le pied dessus et elle frottait comme ça pour faire Pour briller. lisser le sol. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ça, c'est les petits souvenirs d'enfance, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais du coup, t'as grandi à Saint-Pierre ou à Saint-Denis? Alors, j'ai grandi les 2 premières années à Saint-Pierre. Ensuite, on est venu à Saint-Denis. Après, mon père a été muté en Martinique, donc je suis parti le rejoindre en Martinique. Et Donc t'avais quel âge quand t'es parti en Martinique? Ah, je devais avoir... écoute, je devais avoir 11 ans, 12 ans peut-être, hein, je sais plus. Et on y est resté 2 ans. Et après, il a été remuté à La Réunion, donc je suis revenu à La Réunion jusqu'à mes 18 ans. Et tu te sentais comment dans tous ces déplacements-là? Ouais, relativement bien, si ce n'est que, bon, voilà, j'étais un enfant un peu solitaire puisque mon père s'est remarié, il a eu une petite fille, mais j'avais un grand décalage d'âge avec ma petite sœur. Et donc j'étais un peu un enfant solitaire. Ouais. Et ça veut dire quoi? Tu faisais quoi, du coup, à l'époque, quoi? Bah, je faisais ce que je pouvais, je jouais au foot et je lisais des bandes dessinées. Pourquoi? Parce que ma maman, lors d'une visite, puisque je la voyais très peu, et m'avait offert une bande dessinée sur le quai d'une gare. Et c'était le journal de Mickey. Et j'ai découvert dans la bande dessinée un univers justement qui m'a permis de trouver, comment dirais-je, de l'évasion, de l'amitié, des tas de choses. Voilà, et ça m'a jamais quitté. C'est quoi la plus vieille BD dont tu te souviens? Bah, c'est celui-là, c'est le journal de Mickey. Alors, j'ai retrouvé un numéro qui, à mon avis, d'après l'époque, doit être celui que ma mère m'avait offert et il est encadré dans une de mes librairies. D'accord. Et du coup, à l'école, t'étais un élève comment? Alors, j'étais un élève, comment dirais-je, paresseux. En ce sens où je faisais pas beaucoup d'efforts, mais je m'en sortais très bien. Et jusqu'au bac, non pas jusqu'au bac, puisque j'ai démissionné de l'école le jour de mes 18 ans. Et Ça veut dire quoi de démissionner de l'école? eh ben écoute, tu sais que pour prendre une telle décision, il faut être majeur. Et donc c'était l'année de ma terminale. Et le 6 mars 1980, je me suis pointé donc à l'administration en disant que je quittais l'école puisque j'étais majeur. Et l'après-midi, je travaillais sur une terrasse de café. Alors en fait, pourquoi ça? Et là, on était à La Réunion, là. Ouais, j'étais à La Réunion. Pourquoi ça? Parce que si tu veux, à l'âge de 14 ans, ça se passait pas bien à la maison. Mon père m'a mis dans une pension de famille, donc j'étais un peu livré à moi-même. Mhm. À Saint-Denis, toujours? À Saint-Denis, ouais. Et j'avais pris l'habitude de travailler dans les bars et les restaurants pour gagner un peu de pognon et partir avec mes copains à Saint-Gilles l'hiver, à la plaine des Palmistes au mois de janvier-février. Et, Il y avait quoi d'intéressant à Saint-Gilles et à la plaine des Palmistes? ah ben ça c'était l'époque où en fait on allait camper à Saint-Gilles à l'Ermitage. Ouais. Donc on allait avec des tentes, on passait 3 semaines là-bas, 15 jours, 3 semaines, moi un peu moins parce qu'il fallait que je gagne du pognon pour y aller. Et en janvier-février c'était la plaine. Donc on montait à la plaine, on louait une vieille case et on passait 10-15 jours voilà, à faire la fête entre copains, quoi. Avec des filles bien sûr. Ça, voilà. Et donc j'ai quitté l'école et j'ai commencé à bosser. Et enfin je bossais déjà, mais je suis rentré de plein pied dans la vie active. Et tout ça 3 mois avant mon bac. Donc j'ai pas passé mon bac. Et je me souviens très bien que la dernière note que j'ai eue, c'était un 20, je sais plus si c'était en maths ou en physique. J'ai fait une filière F1, dessinateur en construction mécanique. Une filière très dure. On faisait 45 heures de cours par semaine. On travaillait même le mercredi après-midi. On était les seuls au Butor à le faire, puisqu'en fait on avait toute la partie atelier. Ouais. Et donc c'était une filière très très dure, mais bon, qui me déplaisait pas pour autant. Mais ce choix, ça a été un choix presque sur un coup de tête, parce que derrière tout ça, il y avait le fait que mon père ne voulait pas que suite à mon bac, je puisse rentrer en France et poursuivre mes études et aller chez ma mère. Donc voilà. Vous voulez que tu restes à La Réunion? Et vous voulez que je fasse ce que je veux, mais pas que j'aille chez ma mère. Donc, D'accord. Et n'étant plus à la maison,
Non pas que je n'acceptais pas son autorité, mais je veux dire, je pense qu'il n'avait plus vraiment d'emprise sur ma vie. J'ai fait mes choix, voilà. Donc, mais je l'ai regretté longtemps. J'ai regretté longtemps parce que j'ai toujours eu cette espèce de complexe de ne pas avoir passé mon baccalauréat. Même si par la suite j'ai passé 2 licences, un master. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est venu bien plus tard. Et j'ai toujours eu cette espèce de complexe, entre guillemets, d'infériorité par rapport parce que j'avais pas le bac. Et en me disant que c'est pas le bac en lui-même, c'est plutôt le fait que c'est une clé qui ouvre des portes et les diplômes servent finalement à identifier les gens quand on les connaît pas. Et sans ça, on a une identification incomplète ou erronée. C'est l'histoire de l'habit et du moine, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est dommage, mais c'est un peu ça. Voilà. Et donc, tu passes pas ton bac? Non, je passe pas mon bac. Hein. Et donc, je travaille. À l'époque, j'étais fiancé, entre guillemets, puisque j'ai épousé ma première femme donc 4 mois plus tard, à 18 ans. D'accord. Un peu plus de 18 ans. Et mon père l'a su la veille du mariage. Donc voilà. Il est venu d'ailleurs. Ah, tu l'as dit. En fait, je sais plus comment il a appris la chose, mais il a su que j'avais démissionné de l'école, et donc il s'est intéressé à ce que je devenais, parce qu'en fait, lui, il passait une fois par mois, payait la pension de famille, il s'occupait pas du reste. Et à ce moment-là, peut-être qu'il a pris conscience de certaines choses, et j'en ai profité pour l'informer que j'allais me marier. Donc je me suis marié le 14 juin 81. Et voilà. Et je suis rentré à ce qui est aujourd'hui le Saint-Denis, mais qui à l'époque s'appelait le Méridien. C'était le seul 4 étoiles de La Réunion. Et j'étais chef de rang et second barman dans cet établissement. D'accord. Voilà. Et tu voyais des gens de tout pays passer par ici ou? C'était les hôtels d'Air France à l'époque. Donc, il n'y a pas beaucoup de tourisme à La Réunion, mais le peu qu'il y avait, bien sûr, atterrissait à Saint-Denis. Ça devait pas être la même ville à l'époque. C'était quoi, en 80? Ça n'a pas tellement changé, en fait. Surtout le centre-ville. Alors il y avait un côté quand même un peu différent, c'est que c'était beaucoup plus animé. Il y avait 7 boîtes de nuit à Saint-Denis. D'ailleurs, on n'allait pas à Saint-Gilles, hein. Il y avait rien à Saint-Gilles. Et on avait passé de la soirée pour faire le tour des boîtes, quoi. C'est vraiment une ville qui bougeait, quoi. Une ville animée. Ouais, tout à fait. Et comment tu te retrouves à la gendarmerie, du coup? Toujours mon père. En 80, c'est ça? Ouais, juste. Je suis parti à l'armée fin 80. Toujours mon père, parce qu'à l'époque le service militaire était obligatoire. Et puis peut-être qu'il a pris conscience que il fallait qu'il s'intéresse un peu plus à moi. Et donc il me dit, écoute, au lieu d'aller porter des sacs de cailloux, si tu veux le faire, tu fais-le dans la gendarmerie, puisque lui était à l'état-major ici à Vérines. Et donc j'ai postulé pour la gendarmerie. Et là tu découvres un univers comment? Un univers que je connaissais déjà, parce qu'en fait j'ai grandi dans des casernes de gendarmerie. Et la gendarmerie a ce titre particulier, c'est que c'est un univers un peu fermé, puisque les gens vivent et travaillent au même endroit. Donc il y a une espèce de communauté, de cohésion. On est gendarme ou fils de gendarme, on se reconnaît. Donc j'ai eu aucun mal à m'adapter, j'ai fait mes classes, j'ai passé le peloton de sous-officier et j'étais affecté en Savoie dans un peloton d'intervention. Donc là t'as été un peu arraché, on va dire, à La Réunion, quoi. Ouais, on t'envoie en Savoie, mais... Tout à fait. Ma première femme était ici. Elle m'a rejoint après mes classes chez mes grands-parents. Je la voyais le week-end quand j'avais des permissions. Et puis, ça m'a plu. J'ai aimé, comment dirais-je, j'ai aimé la vie militaire au sens de la cohésion, de l'amitié, de la solidarité. J'ai découvert des valeurs, parce qu'en fait, ayant été un gamin un peu livré à lui-même, j'ai jamais été borderline, mais j'aurais pu. C'est-à-dire que j'étais livré à moi-même, et donc il y avait toujours la tentation de basculer d'un côté ou de l'autre, mais je l'ai jamais fait. Et en gendarmerie, je me suis reconnu sur certaines valeurs et certains principes. Et donc, étant marié, l'hôtellerie, la restauration, c'est bien, mais c'est des boulots de merde, il faut dire ce qui est. Tu as une vie décalée, tu travailles quand les autres s'amusent, y compris les fêtes de fin d'année. Et donc, je me suis dit, peut-être que la gendarmerie était peut-être quelque chose qui était en moi et que je n'avais pas deviné.
Et donc j'ai passé le concours de sous-off et j'ai été admis. Je suis parti directement de la fin du service militaire. Je crois que j'ai eu 2 jours à l'école de gendarmerie de Montluçon. Et le service militaire, c'était La Réunion? Non, c'était en métropole. J'ai fait mes 4 mois de Métropole. classe à Auxerre et puis j'ai fait 8 mois dans un peloton d'intervention en Savoie. Voilà. Et tu faisais quoi alors? Peloton d'intervention, en fait, c'est un peloton de surveillance et d'intervention où tu travailles surtout la nuit. Tu assures la sécurité des biens, des personnes, des zones industrielles. Tu fais la course aux gitans dans des voitures volées. Ouais, ça remue, quoi. C'est bien, c'est actif. Voilà. C'est ce qu'il te fallait? Ouais, ouais. Le goût de l'action et puis l'envie d'être utile, en fait. D'être utile aux autres. Et à ce moment-là, la BD, elle est où? Ah ben la BD elle est toujours présente puisqu'en fait j'ai été amateur de BD donc même à l'armée j'achetais des BD, c'était l'époque de Corto Maltese et autres donc j'achetais mes albums, pas de souci, j'avais déjà une belle collection. D'ailleurs quand je travaillais au Méridien, je m'achetais quasiment un album par jour avec les pourboires que je récupérais. Et il y avait une boutique à Saint-Denis en face de la prison où je m'arrêtais tous les jours. Ouais. Et donc avec les pourboires gagnés dans la journée, je m'achetais une bande dessinée. Donc c'est comme ça que j'ai acheté les Black et Mortimer, les Ricochets, enfin tous les classiques quoi, voilà. C'est comme ça que tu t'es fait ta culture BD. Oui. C'est petit à petit. Voilà. Et en 17 ans de gendarmerie, enfin, il y a un peu un parallèle à faire entre les BD où tu vois des histoires de gentils et de méchants, où on découvre le gentil au début de l'album, à la moitié de l'album, le gentil il a des problèmes, c'est le méchant qui gagne, au deuxième quart de l'album, il se requinque et après Ouais, il gagne. ça c'était vrai il y a 30 ans. La BD aujourd'hui est beaucoup moins manichéenne et je ne le suis pas non plus. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui tranche entre le bien et le mal. Par contre, je suis quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice. Et je pense que c'est là plutôt le vrai moteur. Je ne supporte pas les choses qui sont injustes. Je ne supporte pas quelqu'un qui... Voilà. C'est pas forcément le rapport de force. Il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Enfin, moi-même, bon, voilà, de temps en temps, je peux appuyer sur le champignon. J'irai pas voler. Ou alors, si je vole un jour, je fais un braquage comme le train postal Glasgow-Londres à 400 millions. J'irai jamais. Enfin, voilà. C'est une question d'échelle et de valeur. Mais c'est surtout le côté injuste qui m'insupporte. Et souvent dans ma carrière, puisqu'après j'ai été officier de police judiciaire, j'ai fait beaucoup d'enquêtes criminelles, je suis passé plusieurs fois comme directeur d'enquête devant les cours d'assises. Ce qui m'importait finalement, c'était pas tellement d'arrêter le méchant, de le mettre en prison, c'était de redonner à la victime un sentiment de justice et de lui redonner un peu de dignité. Voilà. Et tu te souviens de certaines affaires qui t'ont marqué? Oui, bien sûr. Bah, tu sais, c'est un métier. Les gendarmes avec les pompiers, les policiers, enfin tous ceux qui sont confrontés aux problèmes de la société et finalement à ce que l'âme humaine a de plus, comment dirais-je, sale, s'imprègnent forcément de ce qu'ils voient et de ce qu'ils vivent. Et même si tu finis par en oublier une bonne partie, il y a des choses qui te marquent quand même. Oui. Ouais. Tout à fait. Et donc tu fais 17 ans, la Savoie, et puis tu reviens en 90 au port. Ouais. Y a quand même, avant tu vas en Nouvelle-Calédonie pendant les conflits. Alors pour faire court, j'ai servi dans le Var, ma première unité, à la sortie de l'école de gendarmerie. J'ai pu choisir une bonne affectation au soleil puisque j'étais bien classé. Et puis j'y suis resté peu de temps. Et j'ai quitté la gendarmerie pendant 1 an et demi. J'ai fait un intermède, je suis revenu à La Réunion. Parce que je pensais pouvoir être muté à La Réunion à l'issue de ma formation. Ça n'a pas été le cas. Je suis revenu ici, j'ai monté une entreprise d'ambulance avec mon ex-beau-frère, puisque j'avais passé un diplôme de réanimateur avec la sécurité civile. Puis ça n'a pas marché, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai tenu une petite épicerie à Saint-Gilles. Ouais, sur la place. Ça s'appelait comment? C'est là où il y a 100 000 chaussures. Alors c'était la Sicama, voilà, je cherchais D'accord. le nom. Donc j'avais 2 employés. J'y suis resté quelques mois et après j'ai ouvert la première librairie BD dans le sud, à Saint-Pierre, rue Archambault, qui s'appelait Soldissime. En fait, c'était pas une librairie BD, c'était un magasin qui faisait du déstockage et qui avait un rayon BD. J'ai lancé le truc, je suis resté 5 mois et puis j'ai reçu ma nouvelle affectation en gendarmerie. Et donc je suis rentré en France, donc à Aix-en-Provence. Et là, je me suis dit, bon, la gendarmerie, c'est comme l'armée, donc on peut partir à partir de 15 ans et 6 mois. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, je vais au bout. La Réunion, c'est bien, mais c'était assez galère pour trouver du boulot.
surtout pour un mec qui n'avait pas le bac. Donc je me suis dit, il faut s'accrocher. Et je suis resté 5 ans à Aix, et pendant ces 5 ans, je suis parti en Nouvelle-Calédonie quand ça a pété en 1985-6. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de volontaires. Moi je l'ai été, je suis parti célibataire. Première expérience en tant que gendarme outre-mer. En fait, c'est ça qui me plaisait. J'avais vécu dans l'ombre de mon père ici aux Antilles. Et le métier de gendarme me passionnait vraiment pour le côté exotique, entre guillemets. C'est-à-dire pas le gendarme sur le bord des routes chez nous. Pas le képi qui fait la circulation, mais plutôt le... Plutôt, en fait, parce que dans ces territoires... En Nouvelle-Calédonie, j'étais huissier de justice, je l'étais aussi en Guyane. Donc tu cumules un peu tous les postes et tu vis des aventures un peu extraordinaires. Tu sors de la routine, du petit truc bien propre, la petite tournée, le petit machin. Là, ça prend tout de suite une dimension complètement différente. La Calédonie, bon, c'était un peu dramatique puisque je crois qu'en 5 ans, il y a eu 36 gendarmes de tués. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand je suis arrivé là-bas, l'aéroport, il y avait des sacs de sable avec des mitraillettes A52. Ça m'a donné l'image de l'Algérie, justement, que je n'avais pas connue, mais que j'avais vu dans les films. Et, tu dis t'es pas dans un contexte si gendarmerie que ça, quoi. Tout à fait. Limite en guerre, quoi. D'ailleurs, on est monté pour un territoire qui comprenait en 85, je crois, moins de 200 000 habitants. On est monté à plus de 5000 gendarmes, quoi. C'était vraiment la guerre, quoi. C'était chaud. Alors, je connais pas bien le conflit, mais il se passait quoi exactement? C'était, en fait, si tu veux, pour revenir un peu sur l'histoire, Mitterrand, pour être élu en 81, avait fait miroiter l'indépendance pure et simple aux Calédoniens, aux Kanaks. Au Kanak, ouais. Et donc, qui n'est jamais arrivé du coup. Voilà, et donc ils lui ont rappelé de manière un peu brutale et violente. Et puis il y a eu une escalade, c'est toujours pareil, hein, une chose entraîne une autre. Et donc on en est arrivé à un conflit qui pour l'instant est en sommeil, mais j'y suis retourné dans les années 2000 à titre personnel parce que c'est un territoire qui m'avait marqué. J'avais peut-être envie d'aller bosser un peu là-bas, monter une librairie BD. D'ailleurs, il y a un très bon public BD en Nouvelle-Calédonie. Et puis j'en suis revenu un peu désabusé car c'est une société qui ne s'est pas trouvée. Il n'y a pas, même si ici tout n'est pas parfait, mais il y a quand même une bonne harmonie, une bonne cohésion sociale. Là-bas, les choses sont restées figées dans le marbre. Et il y a le référendum qui doit avoir lieu l'année prochaine. Je ne sais pas s'il ne va pas être reporté. Mais je suis pas sûr. Qu'est-ce qui est figé dans le marbre? Le cloisonnement, l'absence de mixage entre Kanak, Caldoche, Wallisien, Français de métropole. Enfin, chaque communauté vit dans son coin, quoi. Il n'y a pas cette espèce de melting pot qu'il y a ici. Voilà. C'est vraiment. Tu le sens? C'est palpable. Ouais, ça se sent, ça se voit, quoi. Il n'y a pas de cohésion. C'est pas une société qui vit de manière sereine et harmonieuse, quoi. Pas du tout. Et comment tu l'as vécu alors le conflit? C'était en 85-86. Moi je l'ai vécu, si tu veux, à mon niveau, c'est-à-dire que j'étais là pour essayer d'éviter que. Alors j'étais sur un endroit stratégique, j'étais à Blue Paris. C'est le carrefour de ce qu'on appelle la RT1, la RT2, la route territoriale 1 et 2. Donc la 2 est celle qui traverse la chaîne de montagne pour aller sur la côte est. Et donc j'étais là avec un escadron de ce qu'on appelle les VBRG, c'est les véhicules blindés sur roue de la gendarmerie. Donc en fait c'est un checkpoint. Et tout ce qui descendait par Nouméa était obligé de passer par là. Tu fous les camions, tu voilà, c'est ça. Donc c'est un checkpoint. Et donc c'est le passage obligé. Et donc moi, si tu veux, bien sûr, c'est les mobiles qui assuraient les contrôles. Et moi, en tant qu'officier de police judiciaire, j'étais là pour intervenir pour des procédures si elles étaient nécessaires. Des procédures judiciaires. Ouais, si quelqu'un a une arme, si quelqu'un fait passer... Entre autres, voilà. Parce qu'en fait, à l'époque, ils avaient retiré les munitions. Alors les Kanaks étaient très ingénieux parce qu'en fait... j'ai une anecdote, c'est sur les batteries. En fait, la batterie, c'est comme le cochon, tout est bon. Ils étaient interdits d'alcool et de munitions. Et donc, ils prenaient l'acide de batterie qu'ils mélangeaient avec du parfum, comme du Ménène, des choses comme ça, pour se shooter la gueule avec. Et ils récupéraient les plots des batteries pour les fondre et en faire des cartouches. J'en ai vu une traverser un hélico, ça fait drôle, hein, parce que c'est pas du petit calibre, quoi. Voilà. Donc, c'était vraiment... c'était chaud. Hein, ils tiraient sur les hélicos de la gendarmerie. Ah oui, bien sûr.
bien sûr. Et j'ai vu que tu es allé aussi en Guyane. Ouais, à l'issue, alors je suis rentré de Nouvelle-Calédonie et comme j'avais pas été trop mauvais, j'espérais repartir assez vite outre-mer et si possible à La Réunion. Et fatalité, on s'est dit non, 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 vous n'avez pas La Réunion tout de suite. On m'a envoyé en Guyane française, à Saint-Laurent-du-Maroni. C'était à la frontière du Suriname. Et il se trouve que le Suriname était en guerre civile avec une rébellion d'un certain monsieur Ronnie Brunswick. Et donc je suis arrivé là-bas. Alors là, par contre, je suis parti en famille avec donc ma première femme et mes 2 petites filles, qui avaient à l'époque, je dis pas de conneries, 5 ans et 2 ans. Et je suis arrivé, alors Saint-Laurent, c'est à 250 km de Cayenne. Donc il faut traverser toute la Guyane pour y arriver. C'est vers la forêt carrément équatoriale. Ouais, c'est à 80 km de la mer, mais si tu veux, c'est séparé par un fleuve qui s'appelle le Maroni. Et en approchant, je voyais le ciel un peu rouge au loin. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce... Il était 2 heures du matin. Donc, et puis, plus on approche, et Saint-Laurent est particulier, ça fait un peu comme une BD de Lucky Luke, tu arrives par le cimetière. Et donc, et là, je voyais le ciel qui vraiment changeait de couleur sans arrêt. Et en baissant la vitre, parce qu'il faisait chaud, j'entends poum, 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 poum. Je dis, oh putain, ça y est, j'ai gagné le gros lot. Bienvenue en Guyane. Et donc, j'y ai passé 2 ans. Mais c'est un pays d'aventure fabuleuse. C'est la Guyane, j'ai vécu des choses extraordinaires. Mais je me suis un peu coltiné avec la rébellion, puisque j'ai eu 3 accrochages armés. Une fois, j'étais avec la Légion, d'ailleurs. On a fait un petit débarquement sur le sol surinamien. C'était chaud, quoi. Ouais, c'était pas mal aussi. Épique. Voilà. Et donc tu fais la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, et après tu rentres à La Réunion. Alors, justement, T'arrives au port, bon nous. Voilà, ouais. Alors, voilà, tu vois, là aussi, c'est. Zone de guerre aussi ou... Je serais bien resté 1 an de plus en Guyane, mais j'avais peur de ne pas obtenir d'affectation à La Réunion si je le faisais, donc. Ouais, le but c'était quand même derrière tout ça, tu voulais rentrer à La Réunion. Ouais, parce que ma première épouse, comme la seconde, sont réunionnaises, et donc voilà, il y avait un peu le mal du pays. Et j'étais censé être, figure-toi, affecté à la brigade de Saint-Pierre. Alors je me suis dit, c'est incroyable, je vais retourner à la brigade où a servi mon père comme commandant. Et il se trouve que j'arrive à Gilo, je débarque et il y a un gars qui m'accueille au pied de l'avion et qui me dit, Schneider, j'ai dit oui. Il me dit, bon, voilà, il y a un contretemps, tu ne vas plus à Saint-Pierre. Je dis, comment ça, je ne vais plus à Saint-Pierre? J'avais inscrit mes gosses à l'école et tout. Elle me dit non, non, on va t'expliquer. Donc je me retrouve à la caserne Vérim en chambre de passage. Et là, on m'informe qu'au port, il y a une relève disciplinaire suite à un problème qu'il y avait eu. 4 gendarmes et gradés étaient enlevés de leurs fonctions. Et donc les 4 qui arrivaient pour d'autres affectations étaient bombardés en urgence au port. Et alors là... Je connaissais un peu le port, parce qu'à l'époque, la brigade du port était en plein centre-ville, gérait donc la rivière des Galets et la possession, puisqu'il n'y avait pas de gendarmerie à la possession. Ouais. Et je connaissais un peu la réputation du port, quoi. C'était un coin plus que chaud. Et j'ai dit, putain, j'ai quand même pas de bol, quoi. Je pensais être arrivé à Saint-Pierre, voilà, machin, et je me retrouve dans... Et donc, mais j'ai pas regretté non plus. Alors, c'est vrai que là, en termes de judiciaire, c'était chargé. Puisque si la prison de la rivière des Galets était construite à cet endroit-là, c'est pas par hasard. C'est uniquement parce qu'il y avait quasiment à cette période-là un individu carcéré sur 2 qui était originaire du port. Ah ouais. Et donc la décision avait été prise de faire cette prison à cet endroit-là pour permettre aux familles d'être à proximité de ceux qui étaient détenus. Et donc c'était chaud, quoi. Alors c'était pas le temps de guerre, quoique quand il y a eu les événements du Chaudron, j'y étais, ça a un peu pété, mais c'était pas à ce niveau-là, quoi. Et par contre, en termes de boulot, en termes de délits, de vol, de cambriolage, de ceci, de cela, oui, c'était chaud, hein. Ouais, c'est chaud. Et les dockers, parce que docker est un univers. J'ai fait la mensualisation, notamment avec le problème d'Hilarion comment il s'appelait? Hilarion, ouais, c'est ça, qui a perdu un œil pendant la manifestation des dockers à l'époque, qui voulait pas être mensualisé, qui voulait rester en coopérative. Mais bon, ça n'a pas été non plus, voilà, c'était pas une zone de guerre, quoi. Et le port, ça ressemblait à quoi? Le port, moi j'ai bien aimé le port, hein. D'ailleurs, après mon affectation, avant de repartir en France pour de nouvelles aventures, j'avais cumulé des congés pendant 9 mois que j'ai passé au port. J'ai loué un petit appartement et j'ai passé 9 mois de congé. J'étais un peu intégré parce que je faisais du sport, je faisais du triathlon. J'ai même été président pendant 2 ans du club du triathlon du port.
Donc voilà, c'était... non, j'aimais bien le port. Et pourquoi tu crois qu'au port, il y avait plus de délinquance qu'ailleurs? Je sais pas, tu sais, c'est des quartiers populaires avec pas mal de jeunes en situation de rupture. Voilà, il y a des similitudes un peu avec le chaudron, mais le port, voilà, c'est un constat. D'ailleurs, pour te donner une anecdote, on était la brigade qui avait le meilleur taux d'élucidation, de réussite en judiciaire, puisqu'en fait, on avait plus de délits élucidés que constatés. Pourquoi ? Parce que quand on arrêtait une équipe de cambrioleurs, non seulement on arrivait à résoudre ceux qui avaient été commis chez nous, mais ceux qui avaient été commis dans toute l'île. Donc voilà. Ah oui. Ah oui, non, mais c'est une évidence, quoi. Alors je dis pas que tous les portois sont des voleurs. Attention, je veux pas. Je me permettrai jamais ça, mais c'est vrai qu'il y a une forte proportion de délinquance au port, ça c'est clair. Ah, c'est peut-être en fait le contre-pied d'une politique de la ville où ils voulaient faire beaucoup de logements sociaux. Oui, je sais pas. Bah, tu sais, Parce que c'est une ville qui a quand même beaucoup investi dans toutes ses infrastructures. C'est comme le 9-3. Enfin voilà, on est dans des zones voilà, populaires, fort taux de chômage. Voilà, donc si tu veux, l'ennui, les problèmes économiques génèrent de l'oisiveté. Voilà, des comportements à risque et bien sûr tout ce qui va avec, quoi. Après, c'est fou quand même parce que c'est une des villes où tu as une des plus belles médiathèques, tu as le village Titan. Ah, mais complètement. C'est pour ça que je veux pas faire de généralité, si tu veux. Voilà, mais c'est un constat que voilà. Je veux dire, moi j'ai grandi à la Possession, j'ai grandi à Saint-Paul, mais c'est tout le temps au port qu'on était fourré pour avoir de la culture, quoi. Complètement, c'est une ville culturelle. Hein. Il y a tout ce qu'il faut au port. Il y a même l'école des beaux-arts. Là, récemment, pour le dernier festival de BD, j'ai amené le maire d'Angoulême et le président du CNDBI visiter Lillois, visiter Pitangaï. Voilà, Ouais. donc oui, non, l'ancien centre de l'image. Ouais, tout à fait. Ouais. Du coup, tu parles de la gendarmerie après. Ouais, alors en fait, entre-temps, je rentre en France parce qu'en fait, il me manquait... Ah oui, tu vas... Voilà. Alors, je rentre en France et je suis là aussi, je devais partir à la brigade des recherches de Cannes, parce que j'étais pas mauvais en judiciaire. Et puis, changement de dernière minute, je me retrouve bombardé en unité de montagne, sans aucune qualification de skieur, sur un poste qui était vacant depuis 6 mois. Alors, je pose la question de savoir, mais attendez, il y a un problème. C'est un peu... l'armée et la gendarmerie en particulier, sur les affectations, c'est un peu la loterie quand même. Hein, donc, et ouais, parce que deux fois, tac au tac, on te promet un poste et puis en fait, tu fais des choix. Je crois que tu arrives à Cannes et en fait, tu arrives dans la montagne. Quoi. Voilà, j'arrive à la montagne, dans les Hautes-Alpes, en brun. Et donc, je me suis dit, mon Dieu. Et puis finalement, ça a été une très belle affectation parce que c'est une belle région qui est ensoleillée. Alors moi, qui à l'époque, faisais du triathlon. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'a envoyé là-bas. Ils m'ont dit, mais de toute façon, tu n'auras pas de mal à apprendre à skier. Tu fais du sport toute la journée, donc tu vas vite t'y mettre. Et donc, effectivement, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai appris à skier. J'avais quoi, plus de 30 ans, 32 ans, 33 ans. Mais aujourd'hui, quand je peux, je skie avec plaisir parce que voilà. Et pendant 3 saisons, j'ai été chef de sécurité d'une station de ski qui s'appelle Les Ors, hein, donc qui est à 10 km au-dessus d'Embrun. Très belle affectation, j'ai passé de bons moments. Un peu de judiciaire, bon, c'était ma marotte, donc j'ai gratté un peu. Surtout qu'on avait les Marseillais, parce que c'est une des premières stations en montant sur les Alpes. Donc on avait, pendant les vacances scolaires, on avait beaucoup de Marseillais qui montaient. Et moi qui suis niçois, j'aime bien taquiner les Marseillais. Donc voilà, on faisait en sorte de les remettre dans le droit chemin. Et puis voilà. Et pendant cette période, donc, je commence à envisager de revenir à La Réunion, sachant que je peux faire valoir... mes droits, non pas à la retraite, c'est pas une retraite, c'est une pension à jouissance immédiate. En fait, si tu veux, tu bénéficies immédiatement d'une pension de l'État au prorata du temps que tu as fait, des services que tu as rendus. D'accord. Mais ça a 2 avantages. C'est d'abord que tu pars avec un acquis, donc tu pars pas à l'aventure. Et puis, ça, personne ne te l'enlève puisque c'est à vie. Donc voilà. Et donc, je commence à m'intéresser à ma reconversion, tout en continuant à être candidat à l'avancement en gendarmerie. D'ailleurs, j'ai passé un premier degré d'anglais de traducteur militaire et j'étais agréé comme casque bleu. Et au moment où je suis parti, j'ai appris que je devais partir en Albanie. Mais il a fallu faire un choix et j'ai préféré rentrer à La Réunion puisque j'ai fait un stage bilan compétences à Paris qui m'a reconnu la qualité de cadre, entre guillemets, par rapport à mes acquis militaires. Et j'ai commencé à postuler sur des postes de cadre. Et quand je venais à La Réunion tous les 2 ou 3 mois pour faire des courses,
puisque j'étais... De triathlon. Oui, oui, bien sûr. Ouais. J'étais sponsorisé. Je faisais triathlon, je faisais des raids d'aventure. J'ai fait 3 fois le Madrid, je l'ai gagné 2 fois, avec notamment Gilles Troussonnier, qui est le gendarme qui a gagné les 3 premières grandes traversées à La Réunion. Et donc, Ah ouais. Et donc je venais régulièrement et j'en profitais, si tu veux, pour caler des rendez-vous. Et donc j'en ai eu un à la SRPP, j'ai fini dans la shortlist, hein, je crois qu'on n'était plus que 2. Et puis le port. Et au final, j'ai été embauché au port comme responsable d'exploitation. Donc là, du coup, je suis reparti en métropole. Je suis allé frapper à la porte de mon capitaine un dimanche soir en descendant du train après l'avion. Et je lui dis, mon capitaine, je m'en vais. Il me dit, quoi? J'ai dit, oui, je m'en vais, je pars. Il me dit, vous partez quand? Je dis, cette semaine. Puisqu'en fait, j'ai eu une semaine pour liquider donc, tout ce que j'avais à faire, mon container et revenir à La Réunion, puisque le lundi suivant, je démarrais une nouvelle vie Chez Somacom. à la Somacom sur les docks. Voilà. C'était un univers qui t'intéressait, ça aussi, les docks. Alors, T'avais découvert ça au port ou... oui, alors je connaissais un peu les dockers. D'ailleurs, eux aussi me connaissaient très bien, puisque j'avais été gendarme sur le secteur. Donc, ça a été assez marrant de voir, comment dirais-je, le passage d'un univers à l'autre. Et ils m'ont très bien accepté. D'ailleurs, c'est un univers qui m'a beaucoup marqué sur la qualité des hommes qui l'habitent. Et donc, voilà, quoi. Et j'étais pas forcément attiré par le métier de manutentionnaire. Par contre, c'est un métier actif où il y a, si on peut faire des parallèles, le côté similaire avec la gendarmerie, où il y a l'action et la réflexion. Un gendarme, en fait, si tu veux, c'est quelqu'un qui a des bases, qui a appris, qui connaît les lois, les règlements, mais qui est toujours confronté à des situations différentes et qui doit prendre une décision en temps réel, bien sûr en se référant à la loi, mais où il doit faire aussi preuve de, comment dirais-je, de justesse, ce qu'on pourrait appeler la jurisprudence, à son niveau à lui. C'est-à-dire que tu n'es jamais confronté au même cas, à la même situation, et que avant de trancher et d'agir, tu fais appel, bien sûr, à la base de la loi qui est le socle, mais aussi à tes qualités personnelles. Et, À tes valeurs. ouais, et puis, si tu veux, à l'analyse que tu fais d'une situation. Parce que tout le monde. Un exemple tout con. Il m'est arrivé, par exemple, de contrôler des. Alors, la police route, c'était pas du tout ma tasse de thé, mais il m'est arrivé de contrôler un mec avec 4 pneus lisses. 4 pneus lisses, ça fait 4 infractions. Tu vas pas. Alors, le type, en plus, il faut qu'il change les pneus, donc il achète 4 pneus. Tu vas pas lui mettre 4 PV. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, là, c'est la loi qui est pas super adaptée. Bah, c'est pas la loi, c'est une question d'interprétation de la loi. Donc en fait, tu lui dis, écoute, va changer les pneus, et puis je vais te mettre une petite amende, je vais t'en mettre un, je vais pas te mettre les 4. Tu vois, il y a le côté humain. D'ailleurs, la gendarmerie avait un très beau slogan pendant très longtemps, je crois qu'ils l'ont changé, c'était une force humaine. Puisqu'en fait, un gendarme, si tu veux, fait preuve de discernement. N'agit pas forcément de manière stricto sensus par rapport à la loi en disant, ouais, c'est comme ça, c'est pas autrement. Tu peux tomber sur des imbéciles, il y en a partout. Mais pas tant que ça en gendarmerie. Donc en fait, voilà. Et donc les docks, c'est un univers, pour revenir à ça, où j'ai découvert un nouveau métier, action-réflexion, parce que c'est très complexe, hein, décharger un porte-container de 4000 boîtes pendant 3 jours. Il y avait déjà le grand port, les nouvelles grues. Alors il y avait les 3 portiques, maintenant il y en a 5 ou 6, j'ai vu. Ouais. Et oui, il y avait déjà 3 portiques. Bon, le port n'était pas comme il est aujourd'hui, hein, il a vachement évolué. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que il y a un vrai travail de préparation, c'est très technique, hein, puisque les boîtes sont positionnées selon leur poids, la nature de leurs marchandises à des endroits précis. Et donc en fait, si tu veux, un bateau c'est comme un avion, donc il est toujours en rotation. Et en fait, tu fais les chargements, déchargements par rapport à la typologie des containers, mais aussi par rapport au circuit de rotation qu'il a. Ouais, s'il va vers l'Asie ou s'il va vers l'Afrique. Voilà. Donc en fait, il faut, tu vois, donc. Et puis après, tu as ce qu'on a. En général, ceux qui arrivent à La Réunion, ils reviennent d'Asie ou quelque chose comme ça. Là. Ouais, mais il y a pas mal d'Europe aussi. Hein. Ouais. C'est CMA, CGM avec Bolloré, tout ça. Et donc, Merckx. Et en fait, si tu veux, après, tu prépares les séquencements des portiques. C'est-à-dire tes portiques, pour optimiser le rendement, doivent travailler de concert. Hein. Parce qu'il n'est pas question qu'un portique travaille pendant 10 heures et puis l'autre pendant une demi-heure, tu vois. Donc tout ça, c'est des calculs, c'est très technique et ça m'a bien plu parce que c'était, voilà, il y avait une part. Puis après, il y a la gestion des opérations, les ouvriers, 80 ouvriers, les machines, voilà, tous les aléas, parce que là aussi, ça en manque pas. Hein. Je peux te dire que sur
sur les opérations industrielles comme ça. Et puis, un côté C'est quoi les aléas que tu rencontres? c'est des pannes, c'est des accidents, des incidents. Il y a quand même beaucoup, même si c'est très mécanisé aujourd'hui, il y a quand même, c'est un métier très dangereux. Tu peux te prendre un sabot sur le nez, tu peux te prendre un container parce que le bateau a un coup de gîte imprévu. Enfin, il y a des tas, et il y a pas mal d'accidents quand même. Il y a pas mal d'accidents, malheureusement. Et, malgré les précautions qui sont prises, il y a quand même pas mal d'accidents. Et pendant cette affectation, enfin, c'est plus une affectation du coup, Non. mais pendant ce nouveau poste, Ouais. chef de manutention, c'est ça? Ouais. Là, tu te dis, ça y est, c'est bon, je peux ouvrir ma boutique. Alors, ça s'est pas fait comme ça en fait. C'est-à-dire que j'ai passé 2 ans quasiment à la Somacom. Ouais. Et celui qui. Alors, c'était un poste éjectable, parce qu'en fait, j'ai été un de ceux qui a tenu le plus longtemps. Mes prédécesseurs, certains avaient tenu 15 jours, 3 semaines, d'autres 2 mois. Et pourquoi éjectable? Parce que le directeur d'exploitation était un personnage haut en gueule, assez pénible, et donc c'était difficile et ça finissait toujours au clash. Et donc ça a fini par m'arriver, c'est parti en sucette au bout d'un moment, parce que mais j'ai tenu 2 ans quand même. Et donc comme je suis assez, plutôt que de négocier mon départ, j'ai démissionné, j'ai tout envoyé chier. Sauf qu'en faisant ça, je me retrouvais dans une situation un peu inconfortable, puisque je n'avais plus que ma maigre pension, enfin maigre, ma modeste pension de retraité de la gendarmerie. Et puis en plus, j'étais en plein divorce avec ma première femme. Donc une situation complexe, pas mal de choses, machin, et surtout la nécessité et l'obligation de trouver quelque chose pour compenser la perte de revenus subite. Et le hasard fait parfois bien les choses, puisque je suis rentré dans la cour carrée à Saint-Denis, où j'avais jamais mis les pieds, même étant gamin. Mais je pense qu'à l'époque, ça devait être fermé. C'était pas ouvert. C'était la maison de quelqu'un, peut-être, à l'époque. Non, c'est une cour, c'est un vieux bâtiment. C'est un bâtiment de la Compagnie des Indes. C'est un des plus vieux bâtiments de Saint-Denis, si c'est pas le plus vieux d'ailleurs. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était un comptoir avec au fond des étables, et ils stockaient il y a des caves très importantes. Ils stockaient des fûts de rhum, enfin des marchandises et tout, bref. Mais moi, à mon époque, quand j'étais gamin, je me souviens pas que ce truc était ouvert. Mais en tout cas, là, il l'était, il y avait des magasins. Et je rentre avec ma cadette. Un soir, il commençait à faire nuit. Et puis je vois un truc tout en bois qui était fermé, la porte était entrebâillée. C'était un magasin de maquettes de bateaux, mais qui visiblement était sur le déclin. Et je m'informe et on me dit, la dame, elle est juste là. Et donc je suis allé la voir et je lui ai demandé si son truc était alloué. Et elle me dit oui. Et là, ça fait tilt tout de suite. J'ai dit, ça y est, j'ai trouvé mon magasin. J'ai trouvé l'endroit, ouais. Avec l'inconvénient que ça a pas pignon sur rue, mais bon, c'est pas grave. Et donc, l'aventure BD a démarré comme ça. Ça, c'était au mois de juin. Et j'ai la librairie. Donc, après, j'ai pris l'avion. C'était en C'est au mois de juin 99 ? Ouais, 98. 98. Ouais. Et d'ailleurs, je suis parti en France faire la tournée des distributeurs, voilà, pour ouvrir mes comptes pendant la Coupe du Monde de football. Et donc... et j'ai ouvert en septembre 98 la première librairie des Bulles dans l'océan. Alors, c'est quoi tes premiers souvenirs ? Dur, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai investi mes économies, y compris celles de mon ex-femme. D'ailleurs, c'est pour ça que je lui ai donné des parts de la société, qu'elle a toujours d'ailleurs. Et puis, c'était aussi une façon d'avoir bonne conscience, parce que bon, j'ai jamais abandonné personne. Donc, même les gens avec qui je m'entendais plus, j'ai toujours, voilà. Et donc, oui, il a peur parce que si tu veux, c'est un nouveau métier. Et puis tu sais, le métier de libraire, le métier de culture en général, tu gagnes pas beaucoup d'argent. Là, je sortais d'un univers où les docs, ça paye bien, voilà. Et j'ai vu tout de suite que ça serait compliqué. Alors, je m'éclatais parce que c'est là, j'étais dans mon univers. C'était, je partageais avec d'autres passionnés notre amour de la bande dessinée, mais de là à en tirer un revenu, surtout qu'il fallait amortir les investissements et tout, ça me paraissait compliqué. Et donc, le hasard a voulu que Georges Michel, que je connaissais bien pour l'avoir connu en tant que gendarme, avait besoin de quelqu'un pour renforcer ses équipes. Et donc, un jour, il m'appelle, puis il me dit, voilà, est-ce que ça te dirait de venir bosser chez nous ? Il savait que j'avais passé 2 ans là sur ma com, donc il avait pu quand même apprécier ce que j'étais capable de faire. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Et donc, j'ai fait en sorte de pourvoir la continuité de la librairie avec mon adjoint et un recrutement.
D'ailleurs, ce recrutement est toujours en place chez nous 20 ans après. Moi, je partageais mon temps donc avec les docs et la librairie. Voilà. D'accord. Et j'ai mené les deux de concert. Alors, il y avait un côté confortable, c'est que je retrouvais des revenus et un salaire conséquent, ce qui finalement me permettait de gérer ça comme, comme une passion, comme un hobby. Il n'y avait pas forcément de finalité économique et de me dire il faut absolument vendre des bouquins pour payer les factures et bouffer à la fin du mois, quoi. Voilà. Et comment tu l'as fait décoller, la librairie? Bah écoute, ça a décollé tout seul, hein, ça a été. Alors il y a eu ici, il y a eu un paramètre qui a beaucoup joué, c'est que j'ai commencé à faire venir des auteurs en tournée de dédicaces. Chose qui se faisait pas à La Réunion à l'époque. Les auteurs venaient jamais? Non, ils venaient pas parce qu'il n'y avait pas de festival et puis parce que si tu veux, ça coûte de l'argent et que le libraire qui avait un point de vente BD à l'époque, lui, n'était pas dans cette dimension-là. Et moi, comme après tout, c'était mon hobby, et puis j'avais envie de rencontrer des gens qui me faisaient rêver. Et donc, alors on a fait venir Tarquin, Zep, enfin des grands noms, quoi, Dany, Laufré, il logeait chez moi, donc il passait 10 jours, 15 jours, on partageait beaucoup de choses, c'était super. Et donc ça a apporté, ça a ajouté à la notoriété de la librairie. Et puis on a ouvert celle de Saint-Pierre très vite, en 2000. Et puis en 2003, le marché était en pleine explosion. La bande dessinée a connu 10 années hallucinantes en termes de croissance. Le magasin de la Cour Carrée devenait vraiment trop petit. On a donc pris le bail rue Juliette Dodu, le repère de la Murène, Ouais. parce qu'on commençait à plus avoir assez de place. Et donc voilà, donc, on est parti là-dessus. Et j'ai quitté les docks en 2005, si je me dis pas de conneries. Oui, c'est ça. Et j'ai négocié mon départ cette fois-ci. Ouais. Je suis allé voir Jean Braque. Je lui ai dit écoute, je pense que ma mission est terminée et je fais le choix aujourd'hui de me consacrer à ma société. Donc j'ai négocié mon départ. Voilà. Et là, full time? Alors, je me suis consacré, ben oui, parce que j'avais 10 salariés plus 2 apprentis, 3 magasins, ça commençait à devenir lourd. Entre-temps, en 2001, j'avais monté le festival de BD, qui était aussi une grosse source de... Le festival Cyclone BD. Ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, si tu veux, qui demande... C'est quoi? C'est la 8e édition cette année? Non, il y a eu la 10e. La 10e. Ouais, parce qu'on est passé à un rythme biannuel au lieu de... en 2004, justement, parce que ça devenait trop lourd à gérer. Et puis j'ai repris les études, parce que précédemment, quand j'étais sur les docs, j'avais passé une licence de management. Et j'ai repris mes études et je me suis inscrit à l'ICG pour passer un Master 2 de gestion et d'économie. Voilà, donc il me fallait un peu de temps. Et donc pendant ces 2 années, j'ai consacré mon temps à la fois aux études et à la gestion de ma boîte. Voilà. Et puis, j'avais noté une date importante. Et c'est important parce qu'on est dans ce lieu même. À un moment donné, tu rentres au Rotary Club. Alors c'est bien après ça. C'est en 2012? Ouais, 2012. Alors entre-temps, j'ai eu un parcours... D'abord, tu vas au cabinet de la mairie. Ouais, alors ça, il faut l'expliquer pourquoi, comment. En fait, j'ai toujours été actif et j'étais un des principaux opposants à René-Paul Victoria sur le projet de l'espace océan. Pourquoi? Parce qu'il voulait en faire une espèce de truc abominable avec un mur de 9 mètres de haut qui coupait la ville de la mer pour y abriter un centre commercial. Donc je trouvais ça insupportable et on en revient à cette histoire d'injustice. Et donc j'étais un des leaders d'un collectif qui s'opposait à ce projet parce que je m'étais dit si je laisse faire ça, mes enfants qui sont nés, les 2 derniers sont nés à Saint-Denis, me le reprocheront un jour. Et donc j'étais assez virulent, assez actif, y compris dans les journaux et à la télé. Et à l'époque, l'équipe de la région avait dans les tuyaux le projet du tram-train. Ouais. Et comme l'histoire avec René Pauls a assez buzzé médiatiquement, la région a commencé à flipper en se disant putain, pour le tracé dans Saint-Denis, il va falloir qu'on prenne quand même attache avec les acteurs économiques parce que sinon il va nous arriver la même chose. Et donc ils nous ont contactés et ils ont demandé à ce que 2 des gars du collectif participent au comité de pilotage et de coordination du tram-train. Et je me suis retrouvé dans ce comité de pilotage et de coordination du tram-train. J'avais un peu de temps. Hein. J'avais ma société, mes études, mais bon, j'avais plus de boulot à temps plein. Et donc j'ai commencé à fréquenter donc l'équipe de Pierre Vergès et de la SR21. Ce qui m'a valu de partir sur un voyage d'études pendant 15 jours en Europe
pour choisir à la fois les systèmes, les rames, les machins. Et je me suis découvert... Enfin, j'ai toujours été curieux, mais c'est pas une passion. Mais je me suis découvert une certaine sympathie pour les problèmes de transport, les transports collectifs, les transports ferrés, entre autres, mais collectifs d'une manière générale. Et donc, pendant ce voyage, quelqu'un m'a repéré, disant, ouais, m'a dit, oh, putain, t'as de bonnes idées et tout. Et de fil en aiguille, quelques temps après, au retour à La Réunion, il y a un politique qui m'a contacté, qui connaissait bien ma deuxième femme, en me disant, tu veux pas faire campagne avec nous pour les municipales? Alors j'écoute, moi tu sais, la politique, c'est vraiment pas ma tasse de thé. J'en connais pas grand-chose, mais le peu que j'en connaisse, ça me plaît pas forcément. Et puis j'ai fini par me laisser convaincre, et donc j'ai fait la campagne d'une équipe de centre droit, qui est arrivée 3e au premier tour, et qui, au lieu de faire alliance avec le maire sortant, René Paul, a fait alliance avec le maire socialiste. Et donc j'ai été élu. Mais comme là aussi, je suis pas très, j'ai pas d'ego au sens où de me mettre en avant sans arrêt, de faire des ronds de jambes, c'est pas ma tasse de thé. J'ai proposé à un autre élu de premier plan, qui était vice-président du Conseil général, d'inverser nos positions pour que moi je sois le représentant du groupe des 5 élus au cabinet, et lui reprenne une fonction d'élu. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à passer 6 ans à la mairie de Saint-Denis. Collaborateur de cabinet. Collaborateur de cabinet, ouais. J'avais en charge les relations internationales, l'économie. Et donc, ça c'était de 2008 à 2014. Et donc, effectivement, j'ai fréquenté d'autres personnes. Et puis, alors, le Rotary, c'est venu aussi de manière un peu particulière. C'est devenu par la bande dessinée. Puisqu'en fait, j'ai un ami qui est rotarien, amateur de BD, qui m'a sollicité pour l'aider à monter une action de lutte contre l'illettrisme par la bande dessinée. Et donc il y avait un article là-dessus la semaine dernière, je crois. Et en fait, moi, j'ai copié, ni plus ni moins, quelque chose qui se fait dans le nord de la France et qui marche très bien. Un concept de prêt de livres dans les écoles avec un échange permanent, des retours, enfin bref. Et donc, on l'a mis en place ici. Ça a duré 3-4 ans. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à les fréquenter assez régulièrement. Mais sans pour autant, j'ai pas la vocation rotarienne. C'est pas pas la vocation rotarienne dans l'absolu. Mais j'ai trouvé là aussi un univers assez sympathique avec des mecs bien, l'envie d'aider les autres, de servir. Et puis le jour où ils m'ont dit, écoute, ça fait 3-4 ans que tu bosses avec nous, rentre-y complètement. Et ça m'a... Oui, j'ai dit oui sans hésiter, donc je suis devenu rotarien en 2012. Voilà. De cette manière. Juste pour revenir sur ton expérience au cabinet de la mairie de Saint-Denis, ça ressemble à quoi les semaines dans un cabinet de... Ah, c'est lourd. Alors en plus, si tu veux, parce que moi j'avais... tu ne peux pas cumuler un poste de gérant de société et un poste de collaborateur à temps plein. Collaborateur, c'est un statut hybride entre le public et le privé, c'est cadre A, mais... c'est un statut vraiment particulier. Et donc moi je me suis mis à temps partiel parce que il n'était pas question que je laisse tomber ma boîte ou que je me mette dans une situation d'illégalité. Mais tu t'imagines bien que sur le papier tu fais 28 heures, en réalité il n'y a pas d'heure. Tu bosses le week-end, parce que j'avais en charge mon groupe d'élus. Mais comme je m'occupais aussi d'économie de relations internationales, donc j'étais pas mal en déplacement. J'ai travaillé sur le PEG, donc je suis parti plusieurs fois en Chine. J'ai accompagné les élus qui représentaient la ville pour l'association internationale des maires francophones. Donc je suis allé en Arménie, je suis allé en Côte d'Ivoire. Puis dans la zone, régulièrement, quand il y avait un élu qui devait se déplacer, c'est moi qui l'accompagnais. D'accord. Voilà. Et tu avais en charge du coup Parce que ce dont j'aimerais évoquer, c'est le tram-train et le transport par câble. Ouais. En fait, sur les deux, tu as travaillé sur les deux, il y en a un qui va voir le jour. Ouais, tout donc à c'est fait. plutôt sympa. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Et ça, c'est une des choses dont je suis Parce que sur le tram-train, j'imagine que c'est frustrant. Oui, que le truc soit jamais venu. Le tram-train, j'étais très frustré. Et je pense que là, on était... si Didier Robert m'écoute, il m'en voudra pas parce qu'il sait que je lui ai déjà dit. Je pense qu'on était plus dans une posture politicienne d'une opposition par principe. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a un système de monorail qui est à l'étude avec la région. Mais j'y reviendrai après parce que là aussi...
j'ai un peu, comment dirais-je, distillé le principe du monorail. Mais pour revenir au concept du câble et du tram, il y avait un problème sur la montagne au 8e kilomètre. Parce qu'en fait, si tu veux, par rapport le tram, donc traverser la rivière Saint-Denis et puis percer la montagne. Mais la pente est tellement. Enfin, l'altitude est tellement importante que tu ne pouvais pas mettre de station au 8e kilomètre. Il fallait, la seule station, elle était du côté de Ruisseau Blanc. Et donc, ou alors il fallait, comme à Santon, à Johannesburg, il faut un escalier qui descend 80 ou 100 mètres sous terre. Ouais. Et donc, ce que j'avais expliqué à Philippe Berne, qui était à l'époque en charge de ce dossier à la région, j'ai dit, écoute, tu imagines bien que moi qui habite le 8e kilomètre, je ne vais pas prendre ma voiture pour aller à contresens de ma destination, la déposer et repartir pour aller travailler. Je prends ma voiture, je descends. Ouais. D'accord ? Donc, mets un système de câble à Piton Trésor en haut, couplé sur la station de Belle-Pierre. Là-haut, tu peux mettre 3000 véhicules en parking, il n'y a aucun problème. Et donc, les gens descendront par câble pour rejoindre le tram et là, pour le coup, aller dans le sens où ils veulent. Et donc, l'idée lui a plu. Et quand le tram a été abandonné, cette histoire de câble, je me suis dit, parce que tu sais, la montagne, c'est 15 000 véhicules jour. Ah oui, quand même. Ouais, si on fait rien dans 10 ans, ça va être saturé. On ne peut pas agrandir la route. On ne peut rien faire de plus. Et donc, il faut délester. Et la plupart de ces migrations, c'est des migrations... tu le vois, le matin, je descends mon gamin à Belle-Pierre, moi. Tu vois bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls dans les voitures. Il y aurait un système de transport collectif. Ah, bien sûr, après, en bas, il faut un système de ramassage pour pouvoir aller plus loin. Hein. Il n'est pas question de s'arrêter à Belle-Pierre et de descendre à pied à Sainte-Clotilde. Mais ce que je veux te dire, c'est que si tu délestes, tu vas redonner de l'oxygène. Et puis, le câble, voilà. La Réunion, ce sont des problématiques de montagne. Tu enlèves l'océan qui est autour de nous, on est dans les Alpes, quoi. Donc, et le câble, c'est le mode de transport collectif le moins cher à l'investissement, à l'exploitation. Et je crois que c'est le projet que la Sinor a repris, parce que j'ai fini par le vendre à Annette et à ses acolytes. D'ailleurs, Gilbert, maintenant il ne le dit plus, mais quand j'étais encore au cabinet, quand on faisait les réunions de quartier, à chaque fois qu'il parlait du téléphérique, il me regardait, il me faisait un petit signe. Parce que c'est pertinent et c'est intelligent. Ah oui. Et on est dans des problématiques de montagne, il faut travailler sur ces problématiques. C'est-à-dire, à Lille, tu vois bien, on est saturé de bagnoles, ça devient impossible. Moi, je fais des livraisons 2 fois par semaine. Tu te prends la tête, quoi. Je veux dire, dans 10 ans, si on fait rien... Oui, puis outre le problème que peuvent avoir les gens qui ont une voiture, c'est le problème des gens qui habitent dans les hauts et qui en ont pas. Ouais, tout à fait. Et là, quand tu parles d'injustice, pour le coup, complètement. C'est une vraie injustice à régler pour moi, parce que ces gens-là, ceux qui habitent dans les hauts, qui n'ont pas de voiture, qui ont 3 dessertes dans la matinée seulement pour se rendre à Saint-Denis ou dans les bas. Tout à fait. Et moi, dans le cap que j'avais imaginé, que j'ai vendu, entre guillemets, à Gilbert Annette, il y avait la station de la montagne, mais je voulais absolument en mettre une au brûlé. Pourquoi le brûlé ? Parce que le brûlé, il faut 3 quarts d'heure pour monter, 3 quarts d'heure pour descendre. Alors certes, il n'y a pas les migrations qui justifient d'avoir un système performant avec des rendements. Mais la nuit, par exemple, tu peux faire monter du fret. Donc ça soulage. Mais surtout parce que là-haut, si tu veux, c'est le poumon de Saint-Denis. Peut-être plus que la montagne aujourd'hui. Il y a des forêts et tout. Et j'avais dit à Annette, j'ai dit, tu sais, les gamins, des Camélias ou ailleurs, qui se font chier le week-end, s'ils ont pour un ticket de bus l'accès au brûlé avec leur vélo, t'imagines un peu, ils sortent des cités, ils vont s'éclater là-haut, de faire les cons, voilà. Et ça y avait plus. Parce que là, la dimension sociale, bien sûr. Voilà, tu vois. Alors pour l'instant, je ne sais pas ce qui est prévu, parce que je crois que il y a un tracé qui doit démarrer sur Moufia, parce que là, on est sur des problématiques, parce que Moufia, c'est aussi une grosse zone. Mais bon, moi j'étais vraiment sur cette dimension-là, double. Tu vois, ça permettait de désenclaver le brûlé aussi, parce que voilà. Ça permettait aux gens de monter le week-end et puis de relancer l'économie. Voilà, parce que le brûlé, c'est un vrai problème. Hein. Le brûlé, il faut 1h30 pour monter et descendre. Hein. Ouais, le brûlé, c'est loin. ouais, tout à fait. Pour revenir à la BD, c'est quand même extraordinaire parce que t'es tombé fan de BD en lisant le Mickey que ta maman t'avait donné. Du coup, t'as dû avoir des auteurs géniaux. T'as eu la chance de pouvoir les faire venir. Ouais. Et après, du coup, t'es passé carrément de l'autre côté. Et t'as édité tes propres BD. Ouais, alors ça c'est avec des bulles dans l'océan en tant qu'éditeur. Oui, tout à fait. Et ça c'est, je dirais que c'est un parcours un peu logique et logique mais rare. L'aboutissement d'une passion, ouais, parce que alors là, je me suis mis
T'as tout misé. Voilà, j'ai plus que ça. J'ai failli laisser ma chemise, mon slip et mon pantalon. Je me suis vraiment mis en danger. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai réussi à sauver la boîte. Là, on est dans le domaine de la création, en fait. Si tu veux, non pas que je sois frustré de ne pas avoir le talent de savoir dessiner ou quoi que ce soit. Je veux dire, mais pendant longtemps, justement, j'ai servi un peu d'entremetteur et de marieur, entre guillemets, à des auteurs de l'océan Indien et d'ailleurs, à travers le festival, à travers ce que j'organisais par ailleurs. Et puis, je m'étais dit, mais putain, c'est quand même dommage, quoi, parce qu'il y a des fois, je vois passer des livres. Alors, c'est pas simplement le contenu, c'est le contenant. Tu vois, c'est l'habillage, c'est la valorisation de ce qu'il y a à l'intérieur avec des produits de qualité. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, mais attends, fais-toi plaisir, fais un bouquin. Puis voilà. Tu voyais aussi des éditeurs qui faisaient mal le travail. Oui, un peu ça. Enfin, en tout cas, ce que j'ai lu dans d'autres interviews. Ouais, alors mal, ça serait méchant, mais enfin. Elle va vite, on va dire. Ouais, si tu veux, c'est pas, voilà, c'est pas forcément. Il y a quasiment pas d'éditeurs spécialisés BD à La Réunion. Il y en a un, c'est le Cri du Margouillat, mais c'est différent parce que c'est Margouillat, c'est un esprit fanzine, magazine, donc ils sont plus sur des collectifs. Et puis ils n'ont pas cette ambition de promouvoir les talents de l'océan Indien au-delà de l'océan Indien. Ils n'ont pas de diffusion en France, d'accord ? Toi, t'es chez Flammarion. Voilà, c'est ça. Moi, dès le début, si tu veux, je me suis dit, bon, à défaut de faire les meilleurs BD du monde, on va essayer de faire des BD de très bonne facture, à la fois dans le contenu et le contenant. Qui n'ont rien à envier à ce qui se fait ailleurs, et de les faire connaître. Et pour se faire connaître, ben, écoute, il n'y a pas de secret, hein, tu es sur une île, on est à 10 000 bornes, je ne vais pas prendre l'avion tous les jours avec mes petits livres sous les bras pour aller faire la tournée des popotes. Ouais. Et donc je me suis mis dans le groupe Flammarion. Alors, au début, ça paraissait un peu bizarre. Ils m'ont accepté bien volontiers, mais je connaissais bien Alain Cahen, qui était l'ancien patron, qui est un bon copain. Je pense que ça n'aurait pas été lui, personne ne m'aurait accepté. Parce que généralement, les petites maisons qui démarrent, tu démarres chez un petit diffuseur-distributeur. Tu démarres pas chez le numéro 2, numéro 3, comme ça, avec un catalogue où il y a 2 titres. Quoi, donc, c'est pas possible. Et aujourd'hui, ça commence à prendre un peu de signification, y compris à l'extérieur, puisqu'on est diffusé aussi au Canada. Et j'ai eu la chance d'aller au Québec pour un salon avec certains auteurs. Et on vend, bon an, mal an, on vend 400 ou 500 bouquins par an au Canada. Alors, c'est loin d'être la fortune, mais en tout cas, on existe. Et la culture de l'océan Indien existe au Canada. Voilà. Et est-ce qu'il y a un parallèle avec le fait d'essayer de faire venir des touristes ? Est-ce que, tu sais, le fait que les gens puissent lire des BD sur l'histoire de la Réunion, sur l'histoire de l'océan Indien, ça attire les gens à venir chez nous ? Attention. Est-ce qu'il y a une logique là-dedans ou pas ? Non, je ne suis pas vraiment sur cette dimension-là. Et je vais même aller plus loin. En fait, si tu veux, je n'ai pas voulu faire ce que font certains autres éditeurs. Je n'ai pas voulu faire une BD identitaire. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour vendre une carte postale. J'essaye de promouvoir des talents, ce qui est différent. Ce qui fait que, de fait, les auteurs de l'océan Indien sont libres de leur sujet. Moi, j'ai des auteurs qui font de l'heroic fantasy, de la SF, des histoires qui n'ont rien à voir avec l'océan Indien. Bien sûr. Après tout, il y a des Canadiens qui font du polar ou de la SF. Il y a des, je sais pas, des Bretons qui font de même. Pourquoi les Réunionnais n'y auraient pas droit ? Par contre, si j'ai la chance que, si tu veux, le talent soit couplé avec une histoire de la zone, il n'y a pas de souci, pour moi c'est un plus. Mais je ne suis pas dans cette ligne-là, sauf pour les projets que je reçois de l'extérieur de l'océan Indien, où là, je ne jette un œil que s'ils ont un rapport avec l'océan Indien. Ça me permet d'avoir une ligne éditoriale très cohérente, très claire. D'abord parce que je n'ai pas les moyens financiers, techniques, humains. Là, cette année, c'est 9 albums, c'est quasiment un par mois. L'année prochaine, c'est pareil, peut-être un peu plus. Suite aux difficultés financières, j'ai une équipe réduite et je peux pas me développer aussi vite que je le voudrais et je suis obligé de freiner sur beaucoup de choses. Donc je préfère rester. J'ambitionne pas de devenir le Mourad Boudjelal de l'océan Indien ou Jack Venna. C'est vrai. À l'âge que j'ai, j'ambitionne qu'une chose, c'est d'arrêter à un moment donné de profiter de la vie, des gens que j'aime et de moi-même. Voilà. Donc des auteurs soit de l'océan Indien qui écrivent ce qu'ils veulent, sur les sujets qu'ils veulent, ou soit des auteurs d'ailleurs mais que sur l'océan Indien. Et qui parlent de l'océan Indien. Ouais, exactement. Et du coup, ça t'évoque quoi l'océan Indien ? Je sais qu'il y a des pays que tu visites souvent, notamment avec
le club export, etc. Et l'océan Indien, moi, c'est un peu mon jardin, si tu veux. Je trouve que la communauté francophone, c'est la francophonie qui nous rassemble. On a une histoire commune, que ce soit avec les Malgaches, les Comoriens, les Mauriciens, même si elle a été courte. C'est mon jardin, je veux dire, ma maison c'est la Réunion et l'océan Indien c'est mon jardin. Et il y a des talents à Madagascar, d'ailleurs j'ai de plus en plus d'auteurs malgaches. Je crois même que je vais basculer un peu sur une ligne malgache, parce que j'en ai signé 2 là, pendant le festival, j'en ai 2 autres à venir. Il y a 25 millions d'habitants, il y a une tradition du dessin. Il y a surtout quelque chose de très important à Madagascar, c'est qu'il n'y a pas de stéréotypes. Il n'y a pas d'école. Donc en fait, ce sont des autodidactes, et je me reconnais un peu en eux, qui ont déjà une identité graphique. Ce qui leur manque, c'est la technique et, sans être péjoratif, un peu de culture, parce que culture générale, mais ils apprennent très vite. Par contre, quand tu prends les productions qui se font aujourd'hui, c'est assez lissé. Donc tu prends une collection, n'importe laquelle, en SF ou autre, tu ouvres un album et un autre, tu as l'impression que c'est la même chose. Les maîtres de la bande dessinée, comme Bilal, je sais pas, Loustal ou Moebius, qui est décédé malheureusement, qui ont une vraie identité graphique, il n'y en a pas tant que ça. Et pour revenir à Moebius, par exemple, il a commencé Bulbery sous son nom, Giro, et il a mis 20 ans pour devenir Moebius. C'est-à-dire que si tu veux, il a mis 20 ans pour se lâcher et pour trouver son identité graphique. Moi, pour lâcher de je suis dans passer telle d'un école, style, passer d'un style qui était, si tu veux, très Blueberry, c'est magnifique, mais si tu veux, c'était un style qu'on pouvait retrouver chez d'autres dessinateurs. Mais pour devenir Moebius, il a mis 20 ans. Moi, je dis souvent qu'à Madagascar, j'ai plein de petits Moebius en puissance. Tu vois, c'est des gens qui ont déjà ça. Et après, parce que de base déjà, ils n'avaient pas d'école à suivre. J'ai un panel de diversité graphique hallucinant, avec des gens avec des styles complètement machin, et c'est ce qui fait leur force et leur richesse. Après, ça suffit pas, le talent c'est 10%, après c'est le travail, la technique, parce que la bande dessinée ça répond à des codes techniques particuliers, ça c'est 90% quoi. Voilà. Et pour revenir au territoire réunionnais et un peu ce que tu voudrais que ça devienne, je sais que tu avais été très engagé sur le club export par exemple. Pas simplement, je suis engagé aussi à l'Institut des hautes études de la défense nationale, puisque je suis auditeur de l'IHEDN, et j'ai eu la chance de présenter un mémoire d'un travail collectif avec mes collègues d'ici au Luxembourg devant l'Europe de la défense sur la réunion porte-avions de la France dans l'océan Indien, notamment le canal du Mozambique. Et ça avait étonné beaucoup des gens qui étaient là-bas. Je m'étais dit, putain, c'est quand même des gens... c'est fou que ça les étonne. Oui, qui avaient beaucoup de culture, si tu veux. Et à tel point que le soir, je me suis retrouvé à la table d'honneur, et que le mémoire, enfin le résumé, c'est moi qui l'ai fait, si tu veux, de présentation, a été publié dans la revue Stratégique Défense. Parce qu'en fait, je pense que ce territoire est un peu un laboratoire de ce que sera l'humanité demain. D'abord par son histoire, qui est jeune. Ce qui manque encore à La Réunion, c'est une identité affirmée et assumée. Son histoire qui est jeune, mais justement ce métissage, ces apports divers et enrichis par ce que fait la diaspora qui revient quelque temps après La Réunion, fait qu'ici on a un potentiel, un atout phénoménal. Ce qui nous manque, c'est l'espace. Mais l'espace, on l'a autour de nous. On l'a à Madagascar, on l'a ailleurs. Ici, on arrive à développer des modèles, notamment par exemple Tereos dans la canne à sucre, un rendement à l'hectare exceptionnel. En termes de production, c'est peanuts. Mais ce modèle qu'on a su mettre au point ici, on peut le dupliquer partout ailleurs dans le monde. Ce qui fait que, après Tereos va exploiter des centaines de milliers d'hectares en Tanzanie, avec un rendement de sucre à l'hectare qui est juste époustouflant. Et tout ça parce que, si tu veux, on a cette capacité ici de s'adapter aux contraintes qui sont les nôtres, géographiques, tout est difficile, rien ne et donc ça c'est essentiel, parce que ça nous donne justement cette faculté de performance, d'aller très loin dans la recherche de l'efficience et de l'efficacité, et d'avoir du coup un temps d'avance sur tout le monde, tu vois, et peut-être demain d'être un peu, et quand je parle de porte-avions, c'est
Souvent, nos concitoyens en France, et je suis avant tout français, j'adore mon pays, je suis français, patriote convaincu, ont une image un peu, un peu malheureuse des départements d'outre-mer qui voient un peu comme des danseuses. On n'est pas le dernier wagon du train, on doit être une locomotive. On porte en nous cette force, cette capacité d'une France qui est différente, une France qui est intelligente, une France qui sait prendre le pari sur l'avenir et qui est capable de... Voilà, on a plein de choses à démontrer, plein. Et peut-être même pour tous nos concitoyens, peut-être être demain le modèle, la locomotive qui tire le train, quoi. Voilà. Et tu vois la Réunion comment, par exemple, dans 20 ans? Enfin, tu la rêverais comment? En incluant cet aspect régional. Bah écoute, comme un pays qui sert de modèle, qui sert de référence, hein, qui soit pour les autres quelque chose pas à copier, mais à prendre en référence, parce que je pense qu'on est capable tous ensemble de porter haut l'humanité, haut les choses, qu'elles soient économiques et surtout humaines. Ici, on vit, quel que soit son culte, on vit à peu près correctement en harmonie. Et encore, des fois, j'entends un peu des débats ridicules, blanc, noir. Enfin bon, je l'ai souvent dit ça à Gilbert Annette, et ça, je l'assume quand je dis ça. J'ai dit, mais tu sais, t'as jamais coupé des cannes dans un champ et t'as jamais eu de boulet à ton pied. Donc moi, tu vois, la repentance et tout, je suis pas responsable de l'histoire. Pas plus que lui ne l'est. Par contre, on est responsable de l'avenir. Et je pense qu'il faut arrêter avec ces discours complètement stériles de noir et de blanc, parce que ça ne fait que créer des tensions. Alors peut-être des fois certains politiques s'en servent à escient, mais il faut vraiment s'unir autour de quelque chose. Et d'ailleurs, le drapeau, le Maéli. J'étais le premier à le mettre dans les bureaux du cabinet du maire de Saint-Denis. Et je l'ai acheté sur mes deniers. Parce que je trouvais que justement, le premier qui s'appropriait le symbole d'une identité était celui qui politiquement pouvait porter des choses. Voilà. Depuis, ça fait des émules, hein, mais je suis très content que finalement, et c'est pas incompatible avec l'identité française, bien au contraire. Les Bretons ont leur drapeau, les Corses ont leur drapeau, les Savoyards ont leur drapeau. Je ne vois pas pourquoi les Réunionnais n'auraient pas leur drapeau. Ah, bien sûr. Ce qui fait leur différence est aussi la force de ce qui les amène dans un ensemble plus grand qui est la France. Voilà. Il y a encore peut-être plus de logique à être, avoir une cohésion quand on est une île, en fait. Parce que les frontières sont beaucoup plus fermées. Oui, tout à fait. Et apporter quelque chose de différent. Et moi, j'y crois. Quand je vois mes enfants, tu sais, j'en ai 5, enfin j'en ai élevé 5, j'en ai 4 à moi, mais j'en ai élevé 5. J'en ai qui sont bien mat de peau, d'autres plus clairs, café au lait. Toi, je veux dire, et ce sont mes enfants. Bah oui, c'est tous tes enfants. Voilà. On arrive sur les 5 dernières questions de l'épisode, qui sont un peu des questions génériques que je pose à tous les invités quasiment. La première, c'est si tu étais président de la Réunion, ce serait quoi tes 100 premiers jours? Waouh! Est-ce que je pourrais l'être? Je sais pas. 100 premiers jours. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme urgence? Donner de l'espoir et de l'envie. À qui? À ceux qui en ont besoin. La Réunion a quand même aussi des problèmes économiques, des disparités. Donner de l'espoir et de l'envie, mais aussi de la responsabilité, parce qu'il ne faut pas tout attendre du ciel. Ouais, je pense que c'est ça. Et comment tu fais pour donner de l'espoir et de l'envie? Mobiliser les gens, leur montrer des exemples, les mettre en marche. Enfin, en marche, c'est malheureux, je suis pas. Mince. Ouais, c'est ça. Les réveiller, quoi. Voilà. Tes habitudes magiques, par exemple, des habitudes qui ont changé ta vie, un rituel que tu fais le matin ou le soir ou le midi, des choses qui font que tes journées sont meilleures et que tu pourrais partager, que les gens pourraient reprendre pour eux. Alors, quand je perds quelque chose, j'invoque haut et fort Saint-Antoine de Padoue. Et je touche du bois, je retrouve toujours. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Ouais, ça peut être mes lunettes dans la journée, je les ai posées, mes clés, ou des fois des choses plus importantes. Saint-Antoine de Padoue, je retrouve tout. Voilà. Bon, Saint-Antoine de Padoue, alors. Question Facebook. Ouais. C'est la question que te poserait Mark Zuckerberg si tu passes un entretien chez Facebook. C'est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais aucune peur? Où tu serais, qu'est-ce que tu ferais? Je crois que j'ai pas de peur. Vraiment. Ça y est. Et c'est pas prétentieux, mais
Non, est-ce que je ferai pas plus que ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de vivre en paix avec moi-même, essayer d'aider ceux qui en ont besoin, qui me le demandent. Il n'y a rien de pire que de vouloir aider les gens malgré eux. De faire grandir ceux qui le méritent, de faire pousser mes enfants avec des valeurs auxquelles je crois. Ça suffit à mon bonheur. Super. Si tu avais un grand panneau qui était visible de tous les Réunionnais, un grand billboard, tu sais, là où normalement il y a des pubs, on affiche des 4x3 là, tu mettrais quoi dessus comme message? Soyons fiers de ce que nous sommes. Très bien. Et la dernière, c'est plutôt qui est-ce que tu nominerais pour passer dans The Little Big Show? Si tu as envie d'entendre quelqu'un dans cette émission, découvrir un peu plus quelqu'un, qui est-ce que tu t'aimerais nominer? Je regarde pas, c'est quoi la tendance Little Big Show? Il n'y a aucune tendance, c'est des dirigeants, des entrepreneurs, ça peut être des politiques, c'est des gens que j'ai rencontrés, des gens qu'on a envie d'entendre. Okay, pardon, qu'est-ce que tu voudrais entendre dans The Little Big Show? Écoute, personne de particulier, mais des gens qui parlent avec sincérité et qui justement qui n'aient pas peur de dire les choses simplement en étant eux-mêmes. Et t'en connais? Ouais, j'en connais quelques-uns, oui, je pense, oui. Ouais. Bon, bah, si tu veux me dire un, tu me diras un peu plus tard. Jean-Luc, merci pour ton temps. Merci à toi. Bah, allez, bonne journée. Merci, à plus. Ciao. Vous êtes encore là. Ça veut peut-être dire que vous avez aimé cet épisode. Si vous souhaitez continuer à écouter les épisodes de The Little Big Show, vous avez plusieurs solutions. D'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez m'envoyer votre email, me rajouter sur LinkedIn ou tout simplement liker la page Facebook. Voilà, envoyez-moi vos commentaires, partagez et n'hésitez pas à m'envoyer les personnes que vous souhaiteriez écouter dans The Little Big Show. Je vous dis à bientôt.